Bienvenue. Aujourd'hui, on va tenter de démêler ensemble le paysage juridique qui encadre les hôpitaux en Belgique. C'est un sujet qui peut paraître un peu aride, mais qui est absolument crucial pour comprendre comment fonctionne notre système de santé. Alors on y va, on plonge directement dedans. On pourrait penser à plein de choses, bien sûr. Mais au fond, au cœur de leur nuit blanche, il y a souvent cette question, cette angoisse même, comment faire pour s'y retrouver dans ce labyrinthe de lois sans faire le moindre faux pas? Parce que, oui, le défi est immense. On ne parle pas de simple paperasse, non. On parle d'un véritable enchevêtrement de règles hyper techniques, où la plus petite erreur, la moindre négligence, peut coûter des fortunes, fragiliser toute l'institution et, en bout de ligne, affecter directement la qualité des soins. Bon, pour s'y retrouver dans tout ça, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor. Ensuite, on identifiera les grands piliers du droit qui s'appliquent. Puis, on verra quelles sont les obligations qui en découlent, les risques si on ne les respecte pas, et enfin quelques clés pour s'en sortir. Alors, première étape, le point essentiel à retenir, c'est que ce cadre juridique n'est jamais figé. Il est en perpétuel mouvement. Gérer un hôpital aujourd'hui, c'est un peu comme être capitaine d'un navire sur une mer dont les cartes changent tous les jours. En fait, ces dernières années, entre les règles européennes, fédérales, régionales, les couches se sont accumulées et la pression est devenue énorme. Aujourd'hui, une vague connaissance ne suffit plus du tout. Il faut une expertise de pointe, ne serait-ce que pour garantir la sécurité des patients. Face à un truc aussi complexe, la seule solution, c'est de structurer. Et bonne nouvelle, ce grand dédale peut en fait être organisé autour de 5 grands piliers. C'est eux qui forment la colonne vertébrale du droit dans le secteur de la santé. Voilà donc la charpente du système. Ça va de la grande loi sur le travail, le socle de tout, jusqu'à des accords très pointus pour le secteur non marchand, en passant par la classification des fonctions ou les fonds sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont tous différents, ils exigent au fond les mêmes choses. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est là que ça devient parlant. C'est qu'au-delà de la diversité des textes, on retrouve toujours, en filigrane, les mêmes grandes familles d'obligations. Une fois qu'on a compris ça, on a une sorte de clé de lecture pour tout le reste. La première, c'est l'obligation d'organisation. En clair, la loi dit qu'il ne suffit pas de faire de son mieux. Non, l'hôpital doit prouver qu'il a mis en place une vraie machine, des gens responsables de la conformité, des procédures écrites noir sur blanc et des moyens financiers et humains dédiés. Ensuite, l'obligation de tout documenter. En gros, il faut laisser des traces de tout le temps. Chaque décision, chaque contrôle, chaque formation, tout doit être consigné dans ce qu'on appelle une piste d'audit. C'est un travail administratif qui est juste monstrueux, mais il n'y a pas le choix. Troisième grande famille, l'obligation de reporting, de rendre des comptes. L'hôpital ne peut pas rester dans son coin, il doit activement envoyer des informations aux autorités en respectant des formats précis et des délais hyper stricts. Ici, pas le droit au silence, pas le droit au retard. Et enfin, la formation. Parce que la conformité, ce n'est pas juste l'affaire de la direction. L'hôpital doit être capable de prouver que tout son personnel, du chirurgien à l'agent d'entretien, connaît les règles qui le concernent, qu'il est formé et que ses connaissances sont à jour. Ok, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, la question qui fâche. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on prend vraiment la mesure des enjeux. Le chiffre est là et il est vertigineux. On parle potentiellement de millions d'euros d'amendes administratives. C'est simple, c'est assez pour mettre n'importe quel établissement de santé en très grande difficulté financière. C'est le risque le plus évident. Mais attention, l'argent, ce n'est que le début. Le point crucial à comprendre, c'est que la responsabilité est triple. Elle est administrative, bien sûr, pour l'hôpital, mais elle est aussi civile. Et là, ça peut toucher le patrimoine personnel des administrateurs. Et elle peut même être pénale, avec des amendes, voire de la prison pour des personnes physiques. La responsabilité est donc à la fois collective et très personnelle. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, je l'admets. La question, c'est comment on fait pour survivre dans cet environnement. Heureusement, il existe des bonnes pratiques, une sorte de guide de survie pour une gouvernance plus sereine. En fait, ça tient en 4 réflexes essentiels. 1. Garder un œil ouvert en permanence sur ce qui change dans la loi. 2. S'évaluer régulièrement, sans tricher, pour voir où on en est. 3. Dès qu'on trouve une faille, mettre en place un plan clair pour la corriger. Et 4. Tout, absolument tout documenter pour toujours pouvoir prouver qu'on a fait les choses correctement. Mais il faut prendre un peu de recul, parce que toute cette énorme machine administrative et juridique, au fond, ce n'est pas une fin en soi. Les enjeux vont bien au-delà. Et voilà le cœur du sujet. Au final, derrière chaque règlement, chaque formulaire, chaque procédure, l'objectif est humain. Il s'agit de garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles, dans les conditions les plus sûres, et de préserver ce qui est peut-être le plus précieux, la confiance de tous dans nos institutions de santé. Et on termine avec cette question qui reste ouverte.
Est-ce que toute cette complexité est le prix à payer pour la sécurité, un garde-fou indispensable? Ou est-ce que c'est devenu un carcan bureaucratique qui empêche nos hôpitaux d'être plus agiles, plus innovants? Le juste équilibre entre les deux est sans doute le plus grand défi pour les années à venir.